Élèves de terminale S, bonjour. Dans cette leçon, nous nous intéressons aux facteurs cinétiques. Les compétences exigibles, en italique, sont d'ordre expérimental. Nous verrons donc quelques expériences permettant de mettre en évidence certains facteurs cinétiques. On appelle facteur cinétique tout paramètre permettant d'influencer la vitesse d'une transformation chimique ou, autre définition, de modifier la durée de la transformation. Le premier facteur cinétique que nous étudions est la concentration des réactifs. Nous choisissons une réaction chimique lente, cas particulier qui aura valeur de généralité. Les ions iodures, incolores, réagissent avec le peroxyde d'hydrogène, incolore. En milieu acide, donc en présence d'ions H+, incolores, pour donner de l'eau, incolore, et du diode, I2, jaune en solution aqueuse, mais qui devient marron si la concentration augmente. Nous trouvons les ions iodures dans une solution de iodure de potassium Ki à 10 puissance moins 1 mol par litre, et les molécules de peroxyde d'hydrogène dans une eau oxygénée à 10 puissance moins 1 mol par litre. L'acide sulfurique, H2SO4, fournit les ions H+, et nous ajouterons éventuellement du solvant, donc de l'eau. Pour commencer, nous étudions l'influence de la concentration en molécules H2O2, toutes choses restant égales par ailleurs. Dans 3 béchers, nous introduisons donc le même volume, 8 ml, donc la même quantité d'ions iodures, et le même volume, 10 ml, donc la même quantité d'ions H+, puis, respectivement, 4, 8 et 12 ml de solution de H2O2 dans les béchers 1, 2 et 3. On ajuste avec de l'eau pour obtenir le même volume total de solution, 32 ml dans les 3 béchers. En considérant le volume d'acide sulfurique et le fait qu'une mole de H2SO4 donne 2 moles d'ions H+, on voit que ces ions sont en large excès. Dans le bécher 1, la stoichiométrie est respectée entre les réactifs I- et H2O2. Les deux réactifs sont donc limitants, donc I-, le réactif sur lequel nous concentrons notre attention maintenant, est limitant. Il en est de même dans les béchers 2 et 3, puisqu'on y augmente la quantité de H2O2. La même quantité d'ions iodures I- est consommée et conduit à une même quantité de molécules I2 produites dans un même volume V total. Ce qui donnera donc une même concentration en diode dans l'état final et donc la même coloration finale. La concentration en ions iodures est la même dans les 3 béchers. Accessoirement, nous pouvons facilement la calculer. Elle vaut 25 mmol par litre. Les ions H+ sont en concentration égale dans les 3 béchers. Ils sont en excès. Et les concentrations en H2O2 sont respectivement égales à 12,5, 25 et 37,5 mmol par litre dans les béchers 1, 2 et 3. Nous avons donc cette relation d'ordre où la concentration en peroxyde d'hydrogène la plus faible est dans le bécher 1, la plus forte dans le bécher 3. Voici le résumé de ce que nous venons de dire. Voici les 3 béchers contenant H2O2 et H+, et 3 tubes contenant les ions iodures. À T égale 0, nous allons mélanger les réactifs et seul diffère dans les 3 béchers la concentration initiale en peroxyde d'hydrogène. C'est parti pour le mélange. On observe que la réaction la plus rapide a lieu dans le bécher 3, celui où la concentration en H2O2 est la plus grande, et inversement dans le bécher 1. Si on attend suffisamment, la coloration est la même dans les 3 béchers, car la transformation atteint le même état final. La conclusion: la durée de la transformation diminue si la concentration du réactif H2O2 augmente. Sur le graphe, concentration en diode en fonction du temps, on porte l'asymptote correspondant à l'état final où tous les iodures ont été consommés et la courbe correspondant au bécher 2. À quel bécher correspond cette courbe bleue?
la transformation est moins rapide puisque par exemple à cet instant-là, l'état final n'est pas encore atteint. Il s'agit donc du Bécher 1. Et voici la courbe correspondant au Bécher 3. Pour comparer les temps de demi-réaction, on porte concentration en I2 final divisé par 2 en ordonnée et on lit les valeurs correspondantes de T1,5. T1,5 dans le Bécher 3, inférieur à T1,5 dans le Bécher 2, inférieur à T1,5 dans le Bécher 1. Nous recommençons l'étude, mais cette fois, c'est la concentration en ion iodure que l'on fait varier, toutes choses restant égales par ailleurs. Nous prenons donc les mêmes volumes, donc les mêmes quantités de H2O2, de H2SO4 et des quantités croissantes d'ions iodure. Nous ajustons avec de l'eau pour obtenir le même volume total de solution, 30 ml, dans les 3 béchers. Pour les mêmes raisons que précédemment, les ions H+ sont en excès. La stoichiométrie entre I- et H2O2 est respectée dans le Bécher 1 et H2O2 est réactif limitant dans chaque bécher. Puisque la même quantité de H2O2 est consommée dans les 3 béchers, alors une même quantité d'ion iodure est consommée. Donc une même quantité de diode sera produite dans l'état final, dans le même volume total, donc une même concentration en diode dans l'état final, donc une même coloration finale. En résumé, dans les 3 béchers, seule diffère la concentration en ion iodure. Elle est la plus faible dans le Bécher 1, la plus forte dans le Bécher 3. À T égale 0, on mélange les réactifs. C'est parti. Voilà. Et on observe que la réaction la plus rapide a lieu dans le Bécher 3, celui où la concentration en ion iodure est la plus grande, et inversement dans le Bécher 1. La durée de la transformation diminue si la concentration du réactif I- augmente. Bien entendu, on obtiendra le même état final, donc la même coloration dans les 3 béchers. Nous aurions pu aussi étudier l'influence de la concentration en ion H+, en maintenant constants les autres paramètres. Nous aurions abouti à la même conclusion. La réaction est plus rapide quand on augmente la concentration d'au moins un des réactifs. Même si l'interprétation n'est pas au programme de terminale S, essayons néanmoins de comprendre pourquoi la transformation est plus rapide lorsqu'on augmente la concentration d'un des réactifs. Soit la réaction A plus B donne C en solution aqueuse. A est une entité rose, B incolore et C jaune. Dans l'état initial, la solution aqueuse, ensemble d'entités roses et incolores, est rose. Considérons cette petite zone microscopique et zoomons. Nous observons les entités A et B au sein de nombreuses molécules d'eau non représentées pour simplifier. Le mélange d'entités A et B est équimolaire et nous obtiendrons donc ceci dans l'état final. La solution d'entités jaunes dans l'eau, incolore, apparaît donc jaune. L'état initial du Bécher 2 est constitué de molécules A rose avec la même concentration que dans le Bécher 1. Les molécules B incolores en excès ne modifient pas la teinte. On observe donc la même coloration initiale. Dans l'état final, nous obtiendrons la même concentration en entités jaunes que dans le Bécher 1 et donc la même teinte puisque les entités B incolores qui n'ont pas réagi n'interviennent pas sur la couleur. Mais pourquoi la réaction est-elle plus rapide dans le Bécher 2 où on a augmenté la concentration en réactif B? A réagit avec B pour donner C. Oui, mais à condition que A entre en contact avec B. Les réactifs, pour que la réaction ait lieu, doivent se rencontrer, comme ceci. Dans le Bécher 2, les rencontres entre A et B sont beaucoup plus fréquentes. La réaction est donc plus rapide. Toutes les entités sont en mouvement, A comme B
comme C produit. Mais pour simplifier, les entités A rose et C jaune sont immobiles sur l'animation, ce qui ne change pas le résultat. Regardez la coloration déjà jaune du bécher 2, mais encore rose du bécher 1. Un autre facteur cinétique est la température. Nous considérons toujours la même réaction chimique et nous faisons varier la température, toutes choses restant égales par ailleurs. Dans le bécher de gauche, nous maintenons les réactifs séparément à la température de 0 degré Celsius environ. C'est la même chose dans le bécher du milieu, mais où la température est proche de 20 degrés Celsius, et dans le bécher de droite avec une température de 70 degrés Celsius environ. On met les réactifs en contact, voilà, et on replonge les tubes dans leurs bains respectifs. On observe que la réaction est plus rapide quand la température est plus élevée. Voici quelques minutes plus tard, et encore plus tard, voilà. Si on attend encore, on aura exactement la même coloration dans les trois tubes. Sur le graphe avancement X, en fonction du temps, nous portons l'asymptote Xmax et la courbe correspondante à l'évolution dans le bécher à 20 degrés Celsius que nous appellerons bécher tiède. À quelle température correspond la courbe bleue? L'état final est atteint plus tard. Il s'agit de la température basse, celle du bécher froid. Voici alors la courbe correspondant à la température du bécher chaud, où l'état final est atteint plus vite. De même que précédemment, nous pouvons établir la relation d'ordre entre les temps de demi-réaction. T1,5 dans le bécher chaud inférieur à T1,5 dans le bécher tiède, inférieur à T1,5 dans le bécher froid. L'interprétation n'est pas au programme de terminale S, mais nous pouvons tenter une petite explication. Lorsque la température augmente, l'agitation thermique augmente et la vitesse moyenne des molécules augmente. Les rencontres entre réactifs sont alors plus fréquentes et la vitesse de la réaction est plus grande. Mais ce n'est pas la seule raison. En effet, A et B doivent être en contact, doivent se rencontrer lors d'un choc pour que la réaction ait lieu, comme ceci. Lorsque la vitesse des réactifs qui s'entrechoquent n'est pas suffisante, la répulsion des nuages électroniques externes chargés négativement des deux réactifs empêche la réaction de se faire, comme ceci. Le choc est alors inefficace. En augmentant la température, on augmente les vitesses et on diminue le nombre de chocs inefficaces. La réaction est alors plus rapide. Toutes choses restant égales par ailleurs, observons l'effet de la température. Dans le bécher 2, la température est plus grande, les molécules sont beaucoup plus agitées avec des vitesses plus grandes, donc la réaction va plus vite. Regardez, le bécher 2 est déjà jaune, alors que le 1 n'a pas terminé. Si on laisse un poisson frais à la température ambiante, des réactions de décomposition lente conduisent bientôt à un poisson pourri. Pour rendre ces réactions les plus lentes possibles, il faut diminuer la température le plus possible. Vous comprenez mieux l'intérêt du congélateur. La leçon est terminée. Dans la suite de cette leçon, nous verrons d'autres facteurs cinétiques. À bientôt!